parole à Jean-Pierre Vigile, président de l'ANEM. Très bien, bonjour tout le monde. Je salue toutes les personnes qui sont connectées pour notre webinaire sur la gestion de la compétence eau et assainissement, puisque nous avons plus de 170 inscriptions et gens connectés. Donc, on voit que nos webinaires sur des sujets qui sont très importants et impactants pour la montagne, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Je suis accompagné de Marie-Annick et Dorothée qui prendront le relais avec des explications très précises et très claires sur cette loi tant attendue. Moi, simplement, je vais faire l'introduction. En tout cas, ce que je peux dire pour nous, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire pour la montagne, une belle victoire pour les montagnards, puisque ça fait plus de 10 ans, mes amis, que l'ANEM attendait cette modification et un transfert facultatif de la compétence eau et assainissement. C'est vrai que depuis la loi NOTRe, on avait un transfert obligatoire et on avait une loi qui était purement parisienne, où on enlevait des libertés locales à nos élus, où on était très loin de la réalité, et avec un transfert facultatif, on laisse la responsabilité à nos élus. Et c'est vrai que la configuration, elle est spécifique par rapport au territoire. On peut être, ce transfert peut se faire, maintenant qu'il est facultatif, en fonction des besoins des territoires et surtout une organisation et un maillage des territoires. Ça peut être sur des intercommunalités, ça peut être sur des syndicats, ça peut être des communes qui gardent cette compétence. Tout ça, on va vous l'expliquer. En tout cas, pour nous, c'est une victoire de 10 ans. Et je peux vous dire qu'à l'ANEM, on s'est battu jusqu'à ce qu'on obtienne ce résultat-là. On intervient régulièrement auprès des ministres concernés, notamment auprès de Dominique Faure, qui était la ministre en charge des collectivités locales. On a déposé des amendements sur différents textes. En fait, on a battu le fer et on a vraiment gagné sur cette opération-là. C'est une victoire collective pour des territoires de montagne. Simplement, le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une deuxième lecture au Sénat, une lecture conforme au vote de l'Assemblée nationale pour un vote définitivement, une loi définitivement adaptée. Maintenant, on attend simplement la publication au journal officiel. Voilà. Ce qu'on voulait, nous, au niveau de l'ANEM, c'était ce transfert facultatif. Pourquoi? On s'adapte au territoire et surtout, si on transférait systématiquement aux intercommunalités, on voit bien que les limites administratives de ces intercommunalités, dans certains cas, ne correspondent pas à l'organisation territoriale. Pour nous, au niveau de l'ANEM, ce transfert obligatoire faisait que l'on perdait en qualité de service, on perdait en proximité, avec un coût qui aurait été beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Le maître mot, c'est tenir compte de la spécificité des territoires. Et ce que l'on dit pour la montagne, c'est le droit à la différenciation. Mes amis, c'est une belle victoire que l'on engrange aujourd'hui. Il y en aura d'autres, puisque nous montons en puissance d'une manière très forte pour bien dire au niveau national, l'ANEM, c'est la montagne, et la montagne, c'est le droit à la différenciation. Je vous laisse maintenant en compagnie de Marie-Annick et Dorothée qui vont vous expliquer dans le détail tous les dispositifs de ce texte qui n'est pas rétroactif, mais ça, elles vous le préciseront. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Très bonne réunion. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête ou surtout qui sont spécifiques à vos territoires. Et puis, n'hésitez pas par la suite, parce qu'il y aura bien évidemment des questions dans le mois qui suit, dans les 2 mois, dans les 3 mois. On sera là pour faire le lien entre vous, les territoires de montagne, et puis ce texte et les différents ministères au niveau national. Merci à vous et bonne réunion. Merci. Je laisse la parole à Dorothée. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui pour notre webinaire. Je vois des figures de l'ANEM comme M. Vogel, j'ai vu qu'il était connecté, ou M. Arrigui encore, ce sont deux grands défenseurs du transfert facultatif. Donc, ils connaissent tout l'historique. Donc, comme Jean-Pierre l'a très bien rappelé au début, je pense que je vais faire un peu une redite au début, mais c'est vrai que ça a été 10 ans de combat à l'ANEM, 10 ans de combat pour revenir sur cette loi NOTRe qui transfère la compétence eau et assainissement de façon obligatoire. C'était initialement prévu au 1er janvier 2020. Dans les évolutions, on a eu la loi de 2018 qui a permis un peu de repousser ce transfert, mais uniquement à 2026, avec en plus la mise en place d'une minorité de blocage. Mais ça ne répondait pas à la question des élus de la montagne qui demandaient depuis toujours que ça soit facultatif. Il y a d'autres évolutions pour continuer le combat pour ce transfert facultatif. Donc, on est la loi de engagement et proximité de… Vas-y, continue, je vais…
Ouais, ok. Je vais essayer de récupérer tout. De 2019, donc qui autorise temporairement les communautés de communes à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à l'une de ces communes membres ou à un syndicat de communes existant au 1er janvier 2019 et inclus en la totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Et en 2022, un nouvel assouplissement avec la loi 3DS. Donc, la loi 3DS prévoit que lorsque le transfert de compétences s'effectue à partir du 1er janvier 2026, les syndicats d'eau infracommunautaires existants au 1er janvier 2019 sont maintenus, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. Les syndicats exercent alors les compétences à la place de la communauté de communes. En pratique, la réalité, c'est que les intercos ne sont très peu saisi de ces possibilités de délégation qui sont apparues peu lisibles, voire même complexes à établir. Mais malgré ces assouplissements, le combat a continué en tout cas à l'ANEM pour que ce transfert reste facultatif et qu'il ne soit pas obligatoire au 1er janvier 2026. On passe au slide suivant. Pardon, c'est moi. Donc, le combat continue, en tout cas, a continué à l'ANEM. On a, comme l'a très bien dit Jean-Pierre, 10 ans d'interpellation des gouvernements successifs, 10 ans de dépôt de propositions de loi, 10 ans de dépôt d'amendements, 10 ans d'adoption de motions à nos congrès, 10 ans de courriers, 10 ans, et on a même fait un recueil en 2023 qu'on a remis à l'époque à la ministre Dominique Faure, où on avait fait remonter de tous les massifs de montagne les requêtes des élus de montagne qui expliquaient pourquoi il fallait qu'ils gardent cette compétence entre leurs mains. Donc cette nouvelle loi, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Vigier, est une victoire et c'est l'aboutissement de 10 ans de combat en soutien des maires de montagne. Nous allons passer au slide suivant pour vous décrypter la loi. Donc l'objectif de cette loi, il est donc de renforcer la liberté des communes qui n'ont pas encore transféré les compétences à la communauté de communes en leur permettant d'en conserver l'exercice. Désormais, les communes pourront librement choisir entre transférer les compétences eau et assainissement à un syndicat, à une communauté de communes ou garder la compétence. Quelques chiffres quand même. Donc selon les données de la DGCL de novembre 2024, il y a 365 Comcom qui exerçaient la compétence eau, soit 36% d'entre elles. 465 communautés de communes exerçaient la compétence assainissement collectif, soit 47% d'entre elles, et 723 la compétence assainissement non collectif, soit 75% d'entre elles. Slide suivant, merci. 30% des communes membres d'une communauté de communes, soit environ 7800 communes, avaient transféré l'exercice de la compétence eau à leur communauté de communes d'appartenance. 56% des communes membres d'une communauté de communes, soit 14 400 communes, avaient transféré la compétence à un syndicat. Et 14% des communes membres d'une communauté de communes exerçaient la compétence eau et assainissement sans aucune mutualisation. Ce qui représentait environ 3600 communes, regroupant 3 millions d'habitants pour une moyenne de 848 habitants par commune. Donc maintenant, nous allons passer à quelles sont les compétences concernées par la nouvelle loi, donc l'eau et l'assainissement. Mais la nouveauté, c'est que la nouvelle loi rend sécable la compétence assainissement, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif. Si la commune a déjà transféré l'une ou l'autre de ses compétences, elle peut donc désormais choisir de ne pas transférer l'autre et donc de la conserver. Ce nouvel élément apporte encore plus de souplesse au maire dans sa gestion de ses compétences. Nous allons maintenant passer aux différents scénarios. Et là, je laisse Marie-Annick Fournier présenter. Alors, sur ce que je vais utiliser le terme compétence systématiquement, mais comme vient de le dire Dorothée, ça sera, quand j'utiliserai le terme de compétence, je parlerai soit de la compétence eau, soit de la compétence assainissement collectif ou assainissement. Si les micros ont été coupés, j'utiliserai systématiquement le terme compétence, mais quand à chaque fois je parle de ça, je parle bien, on peut transférer ou ne pas transférer l'une ou l'autre de ces compétences, on est vraiment dans une liberté totale. Plusieurs scénarios possibles qui ont été détaillés dans les travaux parlementaires. Ce que nous allons vous donner là comme indication, ce sont les indications qui ont été données par les travaux parlementaires. J'insiste bien, parce qu'on n'est pas à l'abri derrière d'avoir des interprétations de vos préfectures et même de la Direction générale des collectivités locales, donc de la DGCL, qui pourraient à terme venir un petit peu bouger les lignes. Mais là, on va vous faire l'état du droit et on va vous dire les interprétations qu'on en fait et qui rejoignent celles des travaux parlementaires. Je reviendrai tout de suite là-dessus, mais je vais tout de suite commencer par, il y a une date importante
c'est la date de la promulgation de la loi. Elle n'est aujourd'hui pas promulguée, la loi. Elle a été adoptée le 1er avril. Ce matin, elle n'était toujours pas publiée. Donc, on attend sa date de publication qui devrait arriver dans les prochains jours. Donc, cette date-là est importante parce que pour la simple et bonne raison que tout ce qui s'est passé, tous les transferts qui ont été opérés avant la date de la promulgation de la loi, eh bien, le transfert est obligatoire. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut donc pas restituer cette compétence, les compétences eau et assainissement. Donc, si vous êtes dans l'hypothèse où, entre le 1er avril et la date de promulgation qui pourrait être demain, comme elle pourrait être au même encore aujourd'hui, dites-le nous, mais on n'a pas vraiment... Voilà, il y a des spécificités pour cette période. En attendant, tout ce qui a été transféré avant, c'est fini, on ne peut plus en discuter, c'est un transfert obligatoire, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, à partir de la promulgation de la loi, le transfert de la compétence est facultatif. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2026, il n'y a plus de transfert automatique de compétences. Si vous aviez, donc si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, c'est que vous avez probablement adopté une délibération qui avait adopté une minorité de blocage et donc qui avait reporté le transfert au 1er janvier 2026. Au 1er janvier 2026, le transfert était automatique sans qu'il y ait une nécessité de prendre un arrêté préfectoral. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation-là, qu'il n'y a pas eu de transfert, en tout cas intermédiaire, vous n'avez plus rien à faire. Au 1er janvier 2026, le transfert est facultatif, il n'y aura donc pas de transfert automatique. En revanche, certains d'entre vous, vous pouvez vous trouver dans une situation où, entre aujourd'hui et le 1er janvier 2026, vous auriez très bien pu anticiper ce transfert de compétences et avoir pris une délibération de votre communauté de communes et un accord de vos communes qui prévoit un transfert de la compétence entre la date de la promulgation de la loi et le 1er janvier 2026, prenons par exemple au 1er septembre. Techniquement, vous avez donc un transfert qui va s'opérer au 1er septembre. Et donc, comme c'est une compétence facultative, après le 1er septembre, vous pouvez décider de restituer cette compétence. Donc, le PCI peut décider de restituer la compétence à ses communes selon les règles de droit commun de restitution des compétences facultatives. Et vous me direz, est-ce qu'on peut éviter cet écueil entre aujourd'hui et la date qui a été fixée pour le transfert de la compétence? Et c'est là où on est dans l'interprétation. Les travaux parlementaires estiment qu'on pourrait très bien avoir une nouvelle délibération de l'EPCI qui vienne donc demander le non-transfert de cette compétence et demander aussi le retrait de l'arrêté préfectoral qui fixe à une date postérieure à sa promulgation et avant le 1er janvier 2006 le transfert de la compétence. Donc, aujourd'hui, c'est sur ce point-là, nous, on vous dit attention, alerte. Si vous êtes dans ces situations-là, on est tout à fait à votre disposition pour en échanger. Nous-mêmes, on va saisir la DGCL pour être certaine de cette interprétation-là. Mais voilà, c'est ce cas de figure-là où il nous semble qu'il y a un point de vigilance, mais il y a une fenêtre qui est ouverte parce que cette compétence reste facultative et elle n'a pas été encore juridiquement et officiellement transférée. Voilà, alors à ce stade-là, peut-être que s'il y a déjà des questions, je peux peut-être les prendre. Je ne sais pas si... Oui, j'essaie de lire. Alors, on a une première question. Donc, quand est-ce que la loi sera promulguée? Est-ce qu'elle sera promulguée au 1er janvier 2026? Alors, elle sera promulguée dans les jours qui viennent. En principe, il n'y a pas de délai pour une promulgation de loi, mais ça dure... oui, elle sera très clairement promulguée avant le 1er janvier 2026. Ça, c'est sûr. Et c'est une question de jour. On pensait même qu'elle le serait aujourd'hui, pour tout vous dire. Ensuite, deuxième question, quel va être le travail de l'ANEM pour les communes de montagne qui n'ont jamais délibéré, mais qui ont été intégrées dans le cadre de la continuité territoriale dans une Comcom qui avait pris la compétence eau et assainissement? Notre commune veut reprendre cette compétence. Donc, si je comprends bien, vous aviez fait l'opération d'une minorité de blocage et vous avez intégré un nouvel EPCI qui avait donc transféré cette compétence avant, en tout cas, la promulgation de la loi.
il me semble qu'en ayant cette délibération, cet acte volontaire d'intégrer, alors je ne suis même pas sûre que ce soit un acte volontaire de votre part, mais en tout cas, il y a forcément une délibération de l'EPCI, une délibération de la commune. Mais dès lors que vous avez intégré une interco, alors, dès lors que vous avez intégré une interco qui avait cette compétence et que vous l'avez intégrée avant le vote de la loi, cette compétence est obligatoire pour vous, puisqu'elle est obligatoire pour l'intercommunalité. En fin de compte, on se positionne du point de vue de l'intercommunalité. Tout ce qui lui a été transféré, tout ce qu'elle exerce, toutes les compétences eau et assainissement qu'elle exerce avant la date de promulgation de la loi, ce sont des compétences obligatoires pour l'intercommunalité. Donc, dès lors qu'elle les avait dans son giron avant la promulgation de la loi, ça reste une compétence obligatoire. Donc, malheureusement pour vous, je ne vois pas de possibilité pour récupérer cette compétence, même si c'est le fait de l'intégration et de la continuité territoriale dans un EPCI qui vous a pénalisé. Alors, j'ai une autre question qui ne concerne pas directement le transfert, mais indirectement, c'est sur les financements. Donc, qui explique qu'en est-il du suivi des financeurs sur ces projets? Notre agence de l'eau, qui dans l'Adour-Garonne, a déjà acté un financement à l'EPCI. Merci. Alors, premier point, les agences de l'eau ont un règlement qui est fixé par les élus et qui fixe les conditions pour bénéficier de leur subvention. On a, nous, beaucoup de remontées de collectivités, de communes, qui nous disaient, avant l'entrée en vigueur de la loi en tout cas, que les agences de l'eau ne ciblaient que les intercos, ou en tout cas ne subventionnaient que les intercos qui avaient transféré la compétence. Aujourd'hui, on va nous, bien évidemment, insister auprès des agences de l'eau pour qu'elles tiennent compte de cette loi et qu'elles ne limitent pas leur financement aux seuls intercos qui exercent la compétence, mais qu'elles aillent aussi vers les communes qui ont conservé cette compétence. Mais ça, c'est aussi un travail à faire auprès de chaque agence de l'eau, parce que je rappelle que les agences de l'eau sont aussi gérées par des élus et que c'est eux qui fixent le règlement de subvention. Donc effectivement, on appelle tous de nos souhaits que les agences de l'eau tiennent compte de cette loi et ne limitent pas les financements aux communes, en tout cas qui garderaient la compétence. J'ai une dernière question avant de reprendre les explications. Dès lors que la Comcom n'a pas pris la compétence, juste une étude d'impact en cours, faut-il qu'elle délibère pour l'aspect facultatif de la prise de compétences eau et assainissement? Certaines communes pourraient vouloir transférer seulement une des deux compétences. Alors, premier point, si votre intercommunalité n'a jamais délibéré pour le transfert de la compétence et n'a jamais délibéré même pour que le transfert ait lieu au 1er janvier 2026, il n'y a pas de délibération à prendre. Puisqu'au 1er janvier 2026, ce transfert était obligatoire. Donc, si vous n'avez aucune délibération de votre intercommunalité, il n'y en a pas. S'il y avait des délibérations intermédiaires qui ont été prises, tout ça, moi, je vous encourage à les retirer, en tout cas à délibérer au contraire. Enfin, voilà. Sur le transfert à la carte, c'est-à-dire vous êtes dans une communauté de communes qui n'a pas encore récupéré les compétences eau et ou assainissement, et que certaines communes souhaitent transférer à l'interco, d'autres communes souhaitent garder. On est dans le cas d'un transfert facultatif, et on est dans le cas d'une disposition qu'évoquait tout à l'heure Dorothée en introduction sur les transferts à la carte qui ont été mis en place par la loi 3DS. Et on peut aujourd'hui ne transférer qu'une ou deux communes peuvent décider de transférer à leur interco les compétences eau et assainissement. On n'est pas obligé, aujourd'hui, on n'est plus obligé de le faire pour l'ensemble du périmètre de l'intercommunalité. Donc là, c'est l'article 5211-17-2 du Code général des collectivités territoriales qui vient préciser que une ou plusieurs communes membres peuvent décider de transférer à leur intercommunalité tout ou partie d'une compétence. Donc, c'est possible. Mais attention, c'est très peu utilisé pour l'instant, mais ça veut dire que, la délibération on est dans le même principe de transfert d'une compétence. Donc, ça veut dire qu'il faut une délibération de l'EPCI. Mais ça veut dire que la délibération de l'EPCI doit bien préciser le périmètre du transfert de la compétence. Donc, si vos communes ne souhaitent pas intégrer ce périmètre, il faut que la délibération soit claire sur ce point-là. C'est le transfert des compétences et au assainissement avec la liste des communes sur lesquelles ce transfert s'appliquera. Ensuite, on rentre
dans les modes de vote traditionnels d'un transfert facultatif, votent à la majorité de l'EPCI et tous les conseillers communautaires votent, y compris ceux dont les communes ne sont pas concernées par le transfert. Et ensuite, les communes votent, les conseils municipaux votent. Ils ont 3 mois pour voter. En l'absence de vote, c'est une décision implicite d'acceptation. Et puis, donc, on repart sur les modes de majorité qui sont requises. La moitié des conseils municipaux qui représentent les 2 tiers de la population, ou les 2 tiers des conseils municipaux qui représentent la moitié de la population. Voilà. Donc, c'est possible de faire un transfert des compétences eau et assainissement à la carte, c'est-à-dire qu'il ne soit pas sur l'intégralité du périmètre. Mais il faut qu'il y ait vraiment, dès le début, la délibération de l'interco doit être claire sur le périmètre. Ça ne fonctionne pas si, par exemple, l'interco décide du transfert facultatif de la compétence sans indiquer le périmètre des communes sur lesquelles ce transfert aura lieu. Et si votre commune s'y oppose, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une majorité qualifiée pour s'opposer à tout transfert. Alors, j'espère que j'ai été claire. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me dire, parce que ce n'est pas forcément évident. Bon, je vois des si, donc j'espère que j'ai été claire. Merci, si. Voilà, très bien. On avait une dernière question, peut-être que je la reprends, parce que c'est pour rebondir sur la question de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, qui indiquait lors d'une réunion que le nouveau programme de financement ne subventionnera que les projets pour des collectivités regroupées, interco-syndicats. Cela pousse les communes à transférer. C'était une remarque. Alors, ça pousse les communes à transférer, mais j'entends aussi qu'il parle aussi de syndicats et on va aborder tout de suite, assez rapidement cette question-là. Si j'arrive, voilà. Au-delà du transfert facultatif de la compétence eau et assainissement, il y a aussi des évolutions autres qui sont apportées par la loi, et notamment sur les modalités de délégation des compétences. Donc, c'est la communauté de communes. Alors là, on est dans l'hypothèse où la communauté de communes exerce la compétence. Donc, elle peut être transférée soit avant ou elle l'exerce ensuite de façon facultative. Et elle peut décider donc de déléguer. Donc, la responsabilité repose toujours sur la communauté de communes, mais elle peut décider de déléguer l'exercice de la compétence à une commune ou à un syndicat. Et donc, à une commune où aujourd'hui l'interco a 2 mois pour se prononcer sur la demande de délégation. Ça, c'est une évolution. Avant, c'était 3 mois. Mais autre évolution qui va dans le sens de l'intercommunalité n'aura pas à motiver son éventuel refus. Donc, si elle n'a pas délibéré dans les 2 mois et si elle fait juste un refus, elle n'est pas obligée d'expliquer pourquoi elle propose ce refus. Mais évolution aussi de la loi sur les délégations, un syndicat peut être aussi délégataire de la compétence eau et assainissement, même si ce syndicat est inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Donc, ça veut dire qu'un syndicat infracommunautaire pourra exercer la compétence, quelle que soit la date à laquelle il existait. Aujourd'hui, c'était possible de faire cette délégation, mais il fallait que le syndicat existe avant le 1er janvier 2019. Cette condition de date a été supprimée. Ce qui veut tout simplement dire que vous pourriez très bien soit créer un syndicat ou un syndicat qui aujourd'hui existe pour être maintenu, ou créer un syndicat pour venir exercer par voie de délégation la compétence. Donc j'insiste bien, c'est une délégation, c'est-à-dire qu'il y a une convention qui est conclue entre l'interco, la commune ou le syndicat et qui vient préciser on vient préciser ce que la commune ou le syndicat font dans l'exercice de cette compétence. Donc c'est limité dans le temps, la convention doit être renouvelée régulièrement. Et précision quand même de la loi, la convention de délégation doit préciser les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement. Ce qui veut dire que les tarifs d'eau et d'assainissement seront fixés par l'interco. Conséquence de cette disposition, la loi est venue modifier l'article 5111-6 du Code général des collectivités territoriales en dérogeant au schéma départemental de coopération intercommunale pour permettre justement la création de syndicats infracommunautaires dans les domaines de l'eau et de l'assainissement pour pouvoir rendre effective la possibilité de leur déléguer ces compétences.
Et on a aussi un certain nombre d'autres dispositions dans la loi qu'on va aborder rapidement, mais si vous voulez revenir dessus, n'hésitez pas. La possibilité de conduire des études communes sur la gestion de l'eau, que ce soit une étude entre l'EPCI, une commune, mais aussi avec les communes du bassin versant. Donc, toutes les possibilités d'études communes sont possibles. On a un dialogue avec la commission départementale de coopération intercommunale qui est précisé, en tout cas, où on vient préciser le nombre de fois où elle doit se réunir et les propositions qu'elle peut émettre, notamment pour l'organisation territoriale des compétences eau et assainissement. Et puis, il y a un petit mécanisme de solidarité qui a été mis en place en cas de pénurie d'eau. Alors, il est quand même très limité, mais il est important de le noter. C'est quand une commune rencontre pour la première fois depuis au moins 5 ans une difficulté dans la gestion une rupture dans la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Donc, il faut que ce soit pour la première fois en 5 ans. Donc, le maire peut demander à une commune voisine de lui mettre à disposition de l'eau potable. Donc, c'est la commune bénéficiaire, donc en pénurie, qui devra financer ce acheminement, et la commune donatrice, quant à elle, sera exemptée de toute contribution sur l'eau du fait de ce transfert gratuit. Donc, pour résumer la situation, si la compétence n'a pas été transférée à l'EPCI, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez maintenant conserver cette compétence. Les communes peuvent décider de conserver cette compétence et vous décidez de son mode de gestion. Régie directe, marché public, délégation de services publics. Vous avez toujours la possibilité de transférer la compétence à l'EPCI. On est dans le cas d'un transfert facultatif, c'est ouvert. Et la commune peut aussi toujours décider de transférer la compétence à un syndicat, qu'il soit infra- ou supracommunautaire. Je précise que si aujourd'hui, la compétence eau et assainissement est déjà transférée à un syndicat, est déjà exercée par un syndicat, le syndicat continue d'exercer la compétence. C'est-à-dire que la loi ne vous permet pas de sortir du syndicat. En tout cas, pas la loi qui vient d'être adoptée. Vous avez toujours la possibilité de sortir d'un syndicat parce que c'est votre liberté, mais dans les conditions de droit commun. Si la compétence a déjà été transférée à l'intercommunalité ou qu'elle va l'être dans le cas d'un transfert facultatif, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit l'intercommunalité conserve la compétence et décide de son mode de gestion, soit en régie directe, en marché public, en délégation de services publics. L'EPCI peut déléguer la compétence à une commune membre ou à un syndicat infracommunautaire, et l'EPCI peut transférer la compétence à un syndicat supracommunautaire. Donc là, vous avez tous les champs du possible qui sont aujourd'hui ouverts. Alors, j'essaie de revenir à mon écran sans vous fermer, parce que j'ai peur de faire une bêtise. Et puis partager l'écran, mais j'ai arrêté le partage, voilà. Je vois qu'il y a une question. Quelle est la procédure pour le transfert de compétences et qui délibère en premier? Alors, si on est sur un transfert facultatif, la procédure, c'est d'abord le PCI qui délibère à la majorité de ses membres. Tous les conseillers communautaires participent au vote, même si on est sur un transfert partiel de la compétence des compétences eau et assainissement, c'est-à-dire que ça ne concerne que quelques communes. Ensuite, la délibération est transmise à l'ensemble des maires des communes de l'intercommunalité qui ont un délai de 3 mois pour délibérer. S'ils ne délibèrent pas dans ce délai, on considère qu'ils sont favorables au transfert et donc ils ont ensuite un délai de 3 mois pour délibérer. À l'issue de ce délai de 3 mois, le PCI fait les comptes. Est-ce que j'ai une opposition des conseils municipaux à ce transfert? Et donc, il faut vérifier les conditions de majorité que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Si on a un blocage, c'est-à-dire que si on n'a pas cette majorité requise, dans ces cas-là,
le transfert n'a pas lieu. J'ai une question. Les délais pour que l'EPCI retransfère les compétences à la commune ou à un syndicat, c'est avant le 31 décembre 2025? Alors, premier point, si votre compétence elle a été transférée avant la promulgation de la loi, c'est plus possible de revenir en arrière. Donc voilà, on parle bien, on parle bien dans la frise où on est bien dans l'hypothèse où vous avez votre PC, un transfert de la compétence qui va intervenir entre 1er avril et le 31 décembre 2025. Oui, d'accord, dans cette hypothèse-là. Donc, deux hypothèses. Par exemple, votre transfert de compétences, il est prévu au 1er septembre. Vous avez le temps de demander que votre PCI revienne en arrière et que le préfet éventuellement prenne un arrêté pour retirer le transfert de la compétence. Si en revanche vous n'avez pas le temps parce que le transfert va être opéré par exemple le 1er mai, vous n'avez pas le temps de rentrer dans cette procédure-là, le transfert de la compétence ayant lieu à l'intercommunalité, il n'y a plus de délai ensuite pour que l'accès de compétence soit restitué aux communes. Vous n'êtes pas contraint par délai. Vous pouvez le faire dans la foulée comme vous pouvez le faire dans un an. Ok. Est-ce qu'il y a des questions de personnes qui veulent intervenir? N'hésitez pas. Je vais parler un peu vite aussi. Est-ce que c'est clair? Alors, nous, on avait eu pas mal de questions sur le chat, notamment sur les transferts facultatifs. Si des communes ne veulent pas de ce transfert, quelle est la démarche? Plusieurs points. Il n'y a jamais eu aucune délibération de l'intercommunalité. Donc, s'il n'y a jamais eu de délibération de l'intercommunalité pour devancer la date du 1er janvier 2026, il n'y a rien à faire. Les communes n'ont pas de démarche à faire. En revanche, c'est ce que je venais de dire à l'instant, s'il y a une période intermédiaire, et je vais peut-être remettre la frise, peut-être. Je vais remettre la frise, ça me paraît pas mal de la remettre. Attendez, je vais essayer de revenir sur la frise. Donc, je reviens sur cette date-là. Si, donc, alors j'ai oublié la question, excusez-moi, je suis désolée. C'est la situation des communes qui ont délibéré contre le transfert, mais était minoritaire le transfert. Ah non, c'est avant. Si les communes ne veulent pas de ce transfert, quelle est la démarche? Voilà. Donc, s'il n'y a jamais eu aucune délibération de l'EPCI, il n'y a pas de démarche à faire, il n'y a plus de transfert automatique de la compétence, il n'y a plus rien, il n'y a pas de démarche particulière à faire. En revanche, et là on est dans l'hypothèse, on est dans cette hypothèse-là, s'il y a eu une délibération de l'EPCI qui vient fixer une date de transfert de la compétence qui a lieu avant le 1er janvier 2026, on est dans cette hypothèse-là, on est dans l'hypothèse où j'ai un arrêté préfectoral qui vient fixer une date de transfert de la compétence. Bien, dans ces cas-là, soit il y a une action immédiate de l'EPCI et des communes pour revenir en arrière avant que le transfert n'ait lieu, soit au contraire, le transfert va avoir lieu et on rentre dans le droit commun du transfert facultatif et donc dans ces cas-là, il faut restituer une compétence facultative. Alors, une autre question. La loi a-t-elle prévu la situation des communes qui ont délibéré contre le transfert, mais étant minoritaire, le transfert a été d'office? Alors, non, elle ne traite pas de ces spécificités-là parce qu'on revient sur le droit commun du droit des collectivités territoriales, c'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a pas eu de majorité qualifiée pour s'opposer à la délibération de l'EPCI, on considère que le transfert est acté. Donc, de ce fait-là, dès lors que la compétence a été transférée, même si les communes s'y sont opposées, même si elles n'ont pas eu cette majorité qui leur permet de s'y opposer, c'est trop tard. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Jean-Pierre avait soutenu les amendements qui avaient été dévoilés. On avait dans cette motion, nous, le souhait de pouvoir avoir un effet rétroactif. On avait aussi soutenu en séance les amendements qui allaient dans ce sens-là, mais ils n'ont pas été adoptés. Une autre question. L'EPCI a la compétence. Quid des 3 ou 4 communes de montagne noyées dans cette EPCI? Rien? Point d'interrogation. Alors, c'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais j'ai envie de vous répondre oui. Aujourd'hui, si l'EPCI a la compétence, vous êtes dans cette EPCI, malheureusement, vous êtes noyé dans cette EPCI. Et donc, oui, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière.
Ça, oui, effectivement, le transfert est facultatif pour l'avenir, pas pour le passé. Non, plus de questions, mais est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir et prendre la parole? Ah. Dans les petites communes, nous alimentons le budget assainissement via le budget principal. Pourrons-nous toujours le faire si on garde la compétence assainissement collectif? Alors, on est bien d'accord que c'est une tolérance qui est admise dans la plupart des départements et qu'il y a effectivement, dans la plupart des départements, on a cette tolérance. Le budget principal peut venir, alors, on ne va pas dire qu'il vient combler un déficit d'exploitation parce qu'on n'a pas le droit, mais en tout cas, on vient alimenter le budget principal, on vient alimenter le budget annexe par le budget principal. C'est une tolérance aujourd'hui et les trésoreries et les préfectures ne sont pas très exigeants sur la motivation de ce versement. Aujourd'hui, je peux que vous dire ça, c'est une tolérance. Est-ce que cette tolérance sera maintenue par la suite? Je l'espère, mais ça reste une tolérance. Alors, j'ai une main levée. On a Jacques Arnoux. Je vous laisse la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, Jacques Arnoux, maire de Valseny, en Savoie. Nous, on a une communauté de communes. Alors, on a dû intégrer la communauté de communes en 2017 suite à la loi NOTRe, une communauté de communes qui gérerait déjà pour certaines de ses communes membres l'eau et l'assainissement. Donc nous, aujourd'hui, si vous voulez, on cohabite à la fois donc, la communauté de communes qui gère pour quelques communes membres l'eau et l'assainissement, et nous, actuellement, notre commune gère, elle, son eau et l'assainissement. Ma question, elle porte sur le statut de nos employés. Nous, les agents qui gèrent l'eau et l'assainissement chez nous, les deux régies, sont sous le statut de la convention collective de l'eau et de l'assainissement. Alors que pour la communauté de communes, l'eau et l'assainissement, c'est un budget annexe, en fait, c'est un service annexe de la communauté de communes, et du coup, les agents sont sous le statut de la fonction publique. Si demain on transfère, et ça c'est la grosse inquiétude de nos agents, si demain on transfère l'eau et l'assainissement à la communauté de communes, quel sera le sort de nos agents en termes de gestion de ressources humaines? C'est-à-dire, est-ce qu'ils resteront sous la convention collective ou est-ce qu'ils seront obligés d'intégrer la fonction publique? C'est un peu compliqué. Alors, on est dans l'application du Code du travail. Donc, il y a deux choses qui s'appliquent. Il y a le Code général des collectivités territoriales et il y a le Code du travail. Premier point, vous êtes censé transférer à l'EPCI les personnels qui sont affectés à la compétence. Donc, vos agents, vos employés seront transférés à l'EPCI. Et ensuite, c'est le Code du travail qui s'applique sur les reprises de contrat. Donc, en principe, ils sont intégrés à la fonction publique, mais ils ne peuvent pas perdre un certain nombre d'avantages. Donc, je ne vais pas vous cacher que ça relève beaucoup de négociations. Moi, pour l'avoir vécu en intercommunalité, pour pouvoir intégrer tout le monde sous statut de la fonction publique, on avait nivelé par le haut les avantages, tout simplement, pour que ça reste attractif. Après, tout le monde ne peut pas le faire, et nous, on était dans un cas particulier. Donc, je ne vais pas vous cacher que c'est de la négo, parce que ça peut aboutir s'il y a un refus, l'extrême, s'il y a un refus des employés d'intégrer la fonction publique et que les conditions, alors on ne change pas les salaires, on ne change pas les rémunérations, il peut y avoir des conditions dans les conventions collectives qu'on ne retrouve pas dans la fonction publique, très clairement. Je ne la connais pas cette convention, donc je ne pourrais pas rentrer dans ce niveau de détail, mais c'est assez rare qu'il y ait le même niveau de couverture, on va se le dire, entre le Code du travail et la fonction publique. Ça peut aller juste au licenciement. Ça, c'est le cas extrême. Donc, vraiment, c'est de la négo ensuite. Et il faut pouvoir faire l'effort de niveler par le haut les conditions et de les harmoniser pour l'ensemble des salariés. Ça, en revanche, une fois que tout le monde est... c'est harmonisé, c'est un nivellement par le haut, mais pour tout le monde. Oui. Non, mais ce qui veut dire qu'effectivement, alors ils ne pourront pas baisser les salaires, mais on peut avoir aussi des salaires qui restent bloqués pendant un certain nombre d'années, avec une indemnité différentielle qui a tendance à diminuer à mesure que les salaires de la fonction publique vont augmenter. Et puis perdre des avantages, parce que la convention collective, ils ont quasiment la possibilité d'avoir un 13e mois qu'ils n'ont pas dans la fonction publique, par exemple. Ça risque effectivement, mais je comprends. Mais donc, vous confirmez qu'ils doivent intégrer la fonction publique, avec une reprise d'un certain nombre d'avantages.
Bah, oui, c'est-à-dire que j'ai du mal à voir en termes de gestion ensuite. Alors après, si l'Interco est d'accord pour avoir une gestion différenciée de ses salariés, c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible, hein. Mais il faut que derrière, que ça suive en termes de gestion, enfin voilà. lui-même, oui. OK. Et puis c'est pas facile non plus en termes de politique salariale et managériale par la suite. Tout à fait. OK, merci madame. Je vous en prie, monsieur. J'ai de nouveau une question dans le chat. Dans un EPCI, on peut transférer tout le parti de compétences pour une partie du territoire, point d'interrogation. Par contre, tous les conseils municipaux doivent-ils délibérer? Oui. Alors ça fait partie des débats. Alors effectivement, la manière dont est rédigé l'article suite à la 3DS n'était pas très clair dessus. Mais quand on lit certaines consultations d'avocats, tout ça, la chose est claire, tout le monde doit délibérer. Donc effectivement, on ne limite pas alors, de toute façon, tous les conseillers communautaires doivent participer au vote, en tout cas de la délibération de l'EPCI. Ça, c'est une certitude. Ensuite, doivent délibérer, la délibération doit être envoyée à toutes les communes et doivent délibérer, en principe, les communes intéressées. Mais vous pourriez très bien être une commune intéressée qui n'est pas concerné par le transfert de la compétence ou qui est concerné par le transfert de la compétence, mais qui n'est pas d'accord, par exemple. Donc, on considère que tout le monde doit quand même délibérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui veulent intervenir à nouveau? Nouvelle question. S'il y a transfert à l'EPCI d'une partie des communes membres, dans le futur, sera-t-il possible d'inclure de nouvelles communes et si oui, comment? Oui. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'aujourd'hui, vous ayez sur les 10 communes de l'Interco, vous en ayez 7 qui transfèrent, et puis vous en avez 3 qui arrivent ultérieurement. C'est tout à fait possible. Comme on pourrait très bien imaginer que vous soyez un transfert d'une ou deux communes. Enfin voilà. En fait, dès lors qu'on est en compétence facultative, vous pouvez transférer, restituer, transférer, restituer. C'est lourd. C'est pas forcément toujours intéressant financièrement de faire ces passages, voilà, mais c'est tout à fait possible. Donc c'est tout à fait possible que vous ayez là une décision qui soit prise dans les prochains mois pour une partie des communes et que les autres communes rejoignent ultérieurement le transfert de la compétence ou pas. Encore une question. L'EPCI peut-elle mettre en place un service commun pour les compétences eau et assainissement? Oui, c'est possible, c'est ouvert c'est possible, c'est ouvert dans les conditions classiques de droit commun, on peut mettre en place un service commun. Oui. Les questions, il n'y a plus de questions. Pareil, est-ce que encore quelqu'un veut prendre la parole ou s'exprimer? Alors, j'ai vu qu'il y avait demandé si impossible d'avoir des récaps de ces hypothèses et des subtilités. On va vous remettre le PowerPoint. Ce qu'on aurait bien voulu, nous, c'était quand même attendre que la loi soit promulguée pour vous mettre les bonnes dates. Ce qu'on peut faire, c'est vous transférer le PowerPoint sous réserve de la date de promulgation de la loi et on vous le remettra à jour ensuite. Et de toute façon, comme on vous l'avait dit en introduction, le webinaire est enregistré et on vous enverra le lien avec l'enregistrement du webinaire. Une autre question, avez-vous un peu de visibilité, même approximative, sur la proportion de communes qui pourraient stopper la machine et celles qui tendraient plutôt à choisir de continuer le processus? Alors, je peux vous donner la visibilité des retours qu'on a, nous, sur le questionnaire. J'ai le sentiment qu'on a quand même pas mal d'intercos qui avaient quand même enclenché, beaucoup d'intercos, quasiment toutes avaient enclenché cette réflexion et les études qui avaient été enclenchées, et qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de collectivités qui ont quand même le souhait de transférer la compétence, mais qu'on risque d'avoir beaucoup d'hypothèses où j'ai quelques communes dans une interco qui ne vont pas transférer là où les compétences eau et assainissement. Donc j'ai plutôt l'impression que le transfert à la carte risque de marcher dans les prochains mois, sachant qu'on a aussi toutes ces questions d'échéance de mars 2026 et que pour beaucoup, la question va être reportée après les élections municipales. Je ne sais pas si tu as des choses à compléter par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je t'entends très bien, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Moi, ma question, elle porte sur la partie financière. Nous sommes en train de préparer, dans ma commune en tout cas, et les autres communes aussi, le budget de l'eau et de l'assainissement. Et nous sommes en train de faire évoluer un syndicat de production qui va prendre aussi la compétence distribution, qui va être créé au 1er septembre 2025, normalement. Quelle sera la possibilité à ce syndicat de pouvoir vivre financièrement dès lors qu'il aura en charge le salaire d'un agent administratif et puis certainement d'autres contraintes budgétaires? Quelle va être l'articulation entre le budget de l'eau de la commune et celui du syndicat? C'est ça que j'arrive pas trop à saisir. Alors là, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est comme vous allez lui transférer une partie de votre compétence eau. Donc en principe, vous lui transférez une partie de votre budget annexe, en principe. Alors, est-ce que vous allez transférer l'intégralité de la compétence eau, distribution et production, c'est ça? Il va exercer toute la compétence. Oui. Voilà. Et donc, en principe, vous allez transférer donc l'ensemble des conventions, tout juridiquement, votre budget annexe va être transféré, le solde du budget annexe, et c'est important que la clôture de vos comptes soit parfaite. Vous allez lui transférer le solde de votre budget annexe, et donc c'est en principe lui qui va percevoir aussi les redevances sur l'eau, donc il va aussi vivre de ces redevances-là, et vous êtes aussi en principe, vous lui transférez également le personnel qui est aujourd'hui affecté à cette gestion en toute partie, et vous pourriez être amené, en fonction des équilibres budgétaires qui sont de votre budget annexe, et en fonction des investissements que vous avez éventuellement lancés ou pas, et du montant aussi de vos redevances eau, vous pourriez être amené à lui verser une attribution de compensation, pour compenser le fait qu'il récupère une compétence que vous exercez jusqu'à présent et sur lesquelles vous avez éventuellement engagé des frais. Donc là, tout ça, moi, je ne peux pas vous donner une réponse précise parce que tout dépend des équilibres budgétaires qu'il récupère par ailleurs. Et les attributions de compensation, je répète, dans le Code général des collectivités territoriales, il y a des règles qui sont fixées de droit, mais vous avez la possibilité de déroger si l'ensemble des collectivités sont d'accord pour y déroger une majorité qualifiée. D'accord. Voilà. Je ne peux pas vous faire une réponse très précise, mais normalement, ils récupèrent les recettes que vous, aujourd'hui, vous récupérez sur l'eau. J'avais une autre question, si je peux. Oui, je vous en prie. Si j'ai bien compris, ce syndicat aura la possibilité d'être infracommunautaire ou supracommunautaire. Dans le cas où il décide d'être supracommunautaire, il faudra quand même une délibération de l'EPCI pour l'autoriser à devenir supracommunautaire. Non, pour être supracommunautaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il intègre des communes qui n'appartiennent pas à votre intercommunalité. Donc, c'est-à-dire que, en fin de compte, la notion de supra ou infracommunautaire, ça dépend des communes qui rejoignent le syndicat. Donc, si aujourd'hui, il est composé que de communes qui sont toutes membres de la même interco, il est infracommunautaire. Et pour pouvoir être supracommunautaire, c'est-à-dire qu'il intègre des communes qui appartiennent à une intercommunalité voisine. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Oui, alors c'est une petite subtilité, oui, voilà. Mais c'est vraiment le fait d'intégrer des communes qui n'appartiennent pas toutes à la même intercommunalité. Dans tous les cas, le syndicat aura des comptes à rendre à l'intercommunalité. C'est l'intercommunalité qui validera le prix de l'eau. Alors attention, tout dépend à qui la compétence appartient. Est-ce que la compétence sera encore une compétence communale ou est-ce que ça sera une compétence intercommunale? Parce qu'aujourd'hui, la compétence eau, elle est à vous, et vous envisagez de la transférer au syndicat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc l'interco n'interviendra pas dans l'élaboration du prix, puisque c'est votre compétence qui est transférée au syndicat et vous ne passez pas par l'interco, vous ne retransférez pas l'interco par intermédiaire. Donc aujourd'hui, le fait de transférer au syndicat ne fait pas que vous transférez la compétence à l'interco, pas du tout. D'accord.
Et une dernière question, si je peux, si j'abuse pas trop du temps. Nous en prie, Il y a des communes déjà, parce que je suis président à l'heure actuelle de ce syndicat, il y a des communes qui ont délibéré pour intégrer donc ce syndicat, et ces Ouais. communes ne peuvent pas revenir en arrière. Alors, pour intégrer le syndicat, alors si on peut toujours quitter un syndicat, on peut toujours quitter un syndicat, donc elles peuvent revenir en arrière. Aujourd'hui, si vous êtes rentré dans le processus, le syndicat délibère pour accueillir de nouvelles communes, que ces communes délibèrent aussi, vous avez ensuite le préfet qui va lister la liste des communes du syndicat. Mais on peut toujours revenir en arrière. Mais attention, on rentre, on sort, c'est quand même très complexe. J'ai envie de vous dire, juridiquement, c'est tout est faisable. C'est financièrement, une fois qu'on est rentré, ressortir d'un syndicat, c'est tout à fait possible. Hein. Mais financièrement, il va falloir redétricoter les contrats, les recettes, les réseaux, l'entretien, le personnel. C'est quand même très complexe à faire. Donc, mais juridiquement, sur le papier, vous avez tout à fait la possibilité une commune qui rentre aujourd'hui dans votre syndicat, si elle décide de sortir, elle peut le faire. Merci. Je vous en prie. On a encore 2 dernières questions dans le chat. Donc, en cas de transfert des compétences vers un syndicat, les communes pourront-elles verser une participation pour l'équilibre budgétaire? Si oui, cela ne fait-il pas doublon avec la redevance payée par les administrés? C'était un peu dans la suite de M. Chancel. Je vais vous refaire la réponse en droit, en principe. Les redevances eau et les redevances assainissement doivent pouvoir être à la hauteur des besoins de financement du budget. Donc, le budget eau et assainissement, qu'il soit géré en interco, qu'il soit géré en commune, peut être à l'équilibre par les redevances. On est bien d'accord, on a souvent des redevances exceptionnelles d'investissement lorsqu'il y a eu des gros investissements et qu'il a fallu que le budget principal vienne compléter. Voilà, en principe, le budget de fonctionnement ne doit pas être équilibré par des participations des budgets des communes d'interco. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a des tolérances qui ont été admises. C'est une détolérance. Je ne peux pas me prononcer sur l'avenir de ces tolérances parce qu'elles ne sont pas en droit, en tout cas. Donc à votre question, oui, s'il y a une participation à l'équilibre budgétaire, c'est un doublon, mais ce doublon existe dans beaucoup de budgets annexes. Dernière question. La communauté de communes envisage le transfert au 1er janvier 2026. En supposant que la majorité des 2/3 valide ce transfert de compétences, une commune de petite taille pourra-t-elle garder la compétence? Déjà, premier point, si la communauté, enfin, déjà, la communauté de communes n'est pas obligée de délibérer, n'est plus obligée de délibérer. Et que très clairement, si la communauté de communes délibère pour le transfert de la compétence eau et assainissement, que ce soit au 1er janvier 2026 ou à une autre date, ce qu'il faut, c'est en amont de cette délibération, négocier avec la communauté de communes pour que votre commune ne figure pas dans les communes vers lesquelles les communes qui vont transférer leurs compétences eau et assainissement. Objectivement, si c'est un transfert sur l'ensemble du périmètre de l'intercommunalité et que vous êtes seul à vous y opposer, vous ne pourrez pas réunir les majorités pour vous opposer au transfert. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser la carte du transfert partiel sur une partie du territoire seulement. Donc, il ne s'agit pas... attention, il ne faut pas se faire avoir, c'est peut-être pas le bon terme, mais il faut l'anticiper. Il faut qu'en tout cas, à l'origine, l'interco est d'accord pour que vous n'exerciez pas, que vous conserviez cette compétence et que vous ne la lui transfériez pas. Si vous êtes la seule commune à s'opposer à ce transfert de compétences et qu'elle décide un transfert sur l'ensemble du périmètre de l'interco, vous ne pourrez pas vous y opposer. Vous n'aurez pas suffisamment de majorité pour vous y opposer. Le transfert n'étant plus obligatoire, est-il pertinent de transférer avant les élections municipales? Oui, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on avait vu dans les questions qui étaient posées par un certain nombre d'entre vous en préparation de ce webinaire que certains se disaient nous, on souhaiterait que la décision soit prise
par la prochaine municipalité. Donc, effectivement, le calendrier électoral peut rentrer en ligne de compte dans ce choix-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 12h30. Écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Alors, on reste dans tous les cas à votre disposition pour des questions plus précises, des problèmes que vous pourriez rencontrer. Là, la loi, elle n'est même pas encore publiée. Donc, nous, on vous tiendra au courant dès qu'elle sera publiée. On mettra à jour le PowerPoint avec les dates, les calendriers et vraiment avec les points d'alerte. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter justement pour toute question relative à la mise en place de cette loi et de transfert facultatif des compétences eau et assainissement. Et si c'est bon pour vous, je ne vois plus de questions non plus. Non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et comme l'a dit Marianne, vous avez dû recevoir mon mail parce que je vous ai envoyé le lien Teams pour vous connecter, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à vous et on reste à votre disposition pour les questions. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.